Bonjour, je m'appelle Madame Badiane, professeure de philosophie au lycée Plein Diakhaï et à Rufisque. Je vais vous présenter le chapitre sur la conscience et l'inconscient. La leçon s'intitule La conscience et l'inconscient. L'objectif de ce chapitre, c'est d'amener les élèves à comprendre que l'homme se définit d'abord par la conscience. L'homme se définit d'abord par la conscience. Mais en réalité, il n'est pas que conscience. Malgré qu'il se définit par la conscience, il n'est pas que conscience. Il est également pourvu de l'inconscient qui participe à déterminer ses actes. De ce fait, l'homme peut-il se connaître parfaitement? Est-il transparent à lui-même? Nous allons démarrer avec l'introduction. Depuis Socrate, l'homme a toujours été au centre de la réflexion philosophique. Qu'est-ce que l'homme donc? L'homme est un être de conscience. C'est un être conscient. C'est pourquoi de Platon jusqu'à Descartes, c'est la conscience qui définit l'homme et le détermine. Ce qui veut dire que l'être humain est doté de conscience. Qu'est-ce que la conscience donc? Elle est la faculté qui permet à l'homme de s'identifier, de connaître sa présence au monde, de connaître ses volontés et ses actes. Ainsi, l'homme devient responsable de ses actes. L'homme se définit-il uniquement par la conscience? Autrement dit, ne pourrait-on pas supposer l'existence d'un inconscient psychique? C'est par là que nous allons passer pour démarrer avec la conscience. La conscience, c'est en grand temps l'idée de conscience. Quand on parle de l'idée de conscience, une question nous vient. La conscience nous renseigne-t-elle fidèle? Nous renseigne-t-elle fidèlement? Nous allons voir en petit temps le pouvoir de la raison. Étymologiquement, le mot conscience vient du latin conscientia, qui signifie accompagner ou avec du savoir. Accompagner ou avec du savoir. Être conscient, c'est savoir que nous sommes les sujets de nos pensées et de nos actions. Ainsi, la conscience définit l'individu. C'est la conscience qui nous définit. C'est elle qui permet au sujet de dire « je ». Si je parviens à dire « je », c'est grâce à la conscience. C'est elle qui me permet de dire « je ». Elle est le fondement de toute connaissance. La conscience distingue l'homme des animaux et constitue même sa grandeur. Si nous parlons d'homme, c'est parce que si nous osons être à la hauteur des autres êtres vivants, c'est parce que c'est grâce à la conscience. La conscience distingue l'homme des animaux et constitue même sa grandeur. Par la conscience, l'homme sait ce qu'il fait et pourquoi il le fait. C'est pourquoi Descartes pense que la conscience définit l'homme et le distingue des animaux. Pour Pascal, l'homme est un roseau pensant et c'est la conscience qui fait la grandeur de l'homme. Nous allons voir maintenant la conscience irréfléchie et la conscience réfléchie, parce qu'il y a deux niveaux de conscience. La conscience irréfléchie et la conscience réfléchie. Pour contre, c'est la réflexion spécifique à l'homme qui l'élève au-dessus de tous les êtres vivants. Il existe deux types de conscience, la conscience irréfléchie et la conscience réfléchie. Nous allons voir la conscience irréfléchie. Qu'est-ce que la conscience irréfléchie? Elle est mécanique, machinale, automatique. C'est pourquoi elle est immédiate. Par exemple, je peux tenir quelque chose, parler au téléphone, un enfant entre, il me dérange. Je prends ce que j'avais entre mes mains, je le donne à l'enfant. Et après, je dis, mais j'ai donné ce que j'avais à qui? À ce moment-là, j'étais consciente. Mais l'action que je viens de faire avec l'enfant m'échappe. Ce qui veut dire que la conscience est un état. Donc, la conscience irréfléchie, ça, c'est ce qu'on appelle la conscience irréfléchie. On va voir maintenant la conscience réfléchie. La conscience réfléchie est le retour de la conscience sur elle-même en vue de s'évaluer, se dédoublant en conscience morale et en conscience psychologique. On voit par là que la conscience réfléchie se dédouble en conscience morale et en conscience psychologique. C'est d'ailleurs cette réflexion de la conscience, le retour sur elle-même, qui donne à l'homme la capacité de corriger ses erreurs, mais elle est aussi source de remords.
Toutefois, il faut noter que la conscience est à la fois signe de notre grandeur et source de notre décadence. Il nous arrive de mentir, les hypocrisies, etc. Donc, on peut dire que par la conscience, l'homme peut tomber aussi bas aussi. On va expliquer la conscience morale. Quelle est la spécificité de la conscience morale? La conscience morale a une fonction morale et guide nos actions. Guide nos actions, pourquoi? Parce qu'elle est la faculté de porter un jugement de valeur sur nos actions, sur le monde. Elle est jugée. Elle permet de distinguer le bien du mal, le juste de l'injuste, en référence à nos valeurs morales intériorisées. C'est ce qui me pousse à dire, j'agis en âme et conscience. Donc c'est grâce à la conscience morale qui me permet de dire des fois, vous, est-ce que vous savez ce que vous avez fait? Je dis, j'agis en âme et conscience. Ça, c'est à cause de la conscience, c'est à cause de la conscience morale. Nous allons voir maintenant la conscience psychologique. La conscience psychologique a une fonction intellectuelle. Pourquoi une fonction intellectuelle? Parce qu'elle nous renseigne sur ce que nous faisons. Pour Descartes, la conscience gouverne toutes nos actions et constitue la caractéristique fondamentale de l'homme. Pourquoi elle constitue la caractéristique fondamentale de l'homme? Parce que la conscience de soi est la conscience consciente d'elle-même, c'est-à-dire la pensée qui se pense elle-même. Pour Descartes toujours, la conscience de soi est le socle à partir duquel on peut fonder une connaissance. Elle nous donne une claire connaissance des motifs de nos actions. Pour Descartes, la conscience de soi est le doute. C'est le fondement de toute connaissance possible. Pourquoi? Pourquoi il est le fondement de toute connaissance possible? Parce que le sujet qui doute est libre de ses pensées. Pensée égale conscience, j'existe en tant que substance pensante. Et là, on va expliquer un peu pourquoi Descartes parle de conscience de soi. La conscience de soi. Pourquoi il dit que la conscience de soi constitue le fondement de toute connaissance possible? Parce que si je pense, c'est parce que j'existe. J'existe pourquoi? Parce que j'existe en tant que substance pensante. En tant que substance pensante. Ce qui veut dire quoi? Que je suis une substance dont toute l'essence n'est que de penser. J'existe parce que je pense. Ici, on voit par là que penser égale conscience. Et c'est pourquoi il dit dans le discours de la méthode, j'ai connu de là que je suis une substance dont toute l'essence n'est que de penser. Ce qui veut dire ici que c'est la conscience qui constitue le socle à partir duquel toute autre connaissance est possible. Pourquoi Descartes parle de « j'existe » ? Parce que s'il existe, c'est grâce au doute. Le doute méthodique cartésien. Je doute. Ce doute-là existe parce que je suis libre de douter. Ici, Descartes montre que la conscience nous donne un pouvoir absolu. Ce pouvoir absolu me permet d'avoir une conscience de soi et me permet d'affirmer le cogito ergo sum. Le cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Je pense, donc je suis. C'est cette pensée qui fait de moi une personne. N'eût été cette pensée, je ne suis absolument rien. On voit par là que Descartes donne une autonomie à la conscience et c'est la conscience qui constitue la grandeur de l'homme. Et c'est la conscience aussi qui détermine l'homme, qui est le moyen par lequel nous allons aboutir à une connaissance. On voit par là que la conscience, elle nous renseigne sur ce qui se passe en nous et hors de nous. Elle est témoin. La conscience est souveraine à elle-même et nous rend libres. On est libre grâce à la conscience, comme l'a expliqué tout à l'heure avec René Descartes. Par la conscience, l'homme peut tout connaître et accéder à la liberté. L'homme peut disposer d'une liberté absolue grâce à la conscience. Par la conscience, l'homme sait ce qu'il fait. Elle nous rend maître de nos actions. Cette conception
subjective de Descartes, pour qui le cogito est le seul chemin pour accéder à la conscience, sera remise en cause par la conception de la conscience comme rapport à par Husserl. Pour lui, il n'y a pas de pensée sans objet de pensée. Il reproche à Descartes d'enfermer la conscience dans un solipsisme. Il reproche à Descartes d'enfermer la conscience dans un solipsisme, c'est-à-dire solitude du sujet. Il parle d'intentionnalité, c'est-à-dire toute conscience est conscience de quelqu'un, toute conscience est conscience de quelque chose. Ainsi, la conscience de soi n'est plus repliée sur soi-même, mais elle est plutôt relation avec autre chose. C'est l'intentionnalité. Cette relation avec autre chose n'est rien d'autre que l'intention, l'intentionnel. On voit ici que le sujet n'est plus solitude, n'est plus solitaire, mais il y a rapport avec. De ce fait, la conscience nécessite une dualité. Ainsi, tout cogito a son cogitatum. Parce que le cogito n'est plus seul. Il y a un cogitatum pour que le cogito puisse cogiter. Pour lui, toute conscience est immédiate avant d'être réfléchie. Elle se saisit à travers autre chose. On va voir maintenant Bergson, Harry Bergson. Quant à Bergson, il définit la conscience comme intérêt ou choix. On voit ici donc une différence entre Bergson et Descartes. Il définit la conscience comme intérêt ou choix. Pour lui, la conscience ne fonctionne que par sélection en rapport à nos possibilités et par rapport à l'efficacité. Pourquoi par rapport à nos possibilités? Autrement dit, je ne suis conscient que de ce qui m'intéresse. Ça s'explique des fois qu'il m'arrive d'oublier le nom de quelqu'un que je connaissais. Par exemple, un camarade de promo que je connaissais. Mais je le rencontre quelque part, j'oublie son nom. Pourquoi? Parce qu'il ne m'intéresse plus. C'est pourquoi la conscience ne retient plus son nom. On voit par là donc que la conscience sélectionne par choix. De ce fait, on voit par là que la conscience est un état. On va y revenir tout à l'heure. Pourquoi on dit que la conscience est un état ici? Pour Sartre, la conscience est un néant, un projet. Il reproche d'ailleurs, c'est pourquoi il reproche à Descartes d'oublier l'intentionnalité de la conscience. Parce qu'au cogito, il répond dans l'être et le néant, je suis, j'existe. Descartes dit, je pense, donc je suis. Il répond, dans l'être et le néant, j'existe, je suis. Pour lui, toute conscience consciente existe comme conscience d'exister. On voit par là que la conscience est un état. Un état, qu'est-ce que c'est qu'un état donc? Un état est une situation à laquelle on est et de laquelle on peut sortir. Maintenant, on va voir les limites de la conscience. Qui dit limite dit la conscience a des limites. La conscience n'est plus autonome. Elle n'est plus ce qui distingue l'homme, ce qui constitue la grandeur de l'homme, parce qu'elle a des limites. Pourquoi elle a des limites? La conscience, on va poser, quand on dit qu'elle n'est pas souveraine, donc plusieurs questions vont survenir. La conscience est-elle souveraine? Sommes-nous réellement transparents à nous? La conscience nous renseigne-t-elle fidèlement? Sommes-nous gouvernés totalement par la conscience? La suprématie. C'est à cette question-là qu'on va essayer de montrer que la suprématie de la conscience et l'autonomie de la conscience seront contestées par plusieurs philosophes. On va voir la critique kantienne. Pour contre, la conscience ne peut saisir que les apparences. Que les apparences. Il y a les faits et les causes des faits. Donc, on voit ici la conception différente de la conception cartésienne. Parce qu'il y a les faits et les causes des faits, ce qui cause les faits. Et on va voir la critique de Spinoza. Pour Spinoza, la conscience est source d'illusion. Pourquoi elle est source d'illusion? Parce que nous ne maîtrisons pas les causes qui dirigent nos actes, nos actions. Là, il veut parler de déterminisme, parce qu'il y a beaucoup de déterminisme qui est à l'origine de nos actions. Il y a les déterminismes psychologiques, sociaux, etc. Nous allons y revenir tout à l'heure. Et on va voir la critique. Et quand on voit ces critiques, on va voir les critiques des philosophes du soupçon. Et parmi les philosophes du soupçon, nous avons Karl Marx, Nietzsche, Friedrich Nietzsche et Sigmund Freud. La critique de Karl Marx. Marx, pour lui, souligne dans tout sujet d'une conscience de classe liée à la vie matérielle, sociale, économique, qui impose à chacun de nous des idées et une vision des choses. Ce qui signifie que la conscience dépend de la position sociale d'un individu. Ici, Marx veut montrer que
la conscience est déterminée par autre chose qu'elle-même. C'est-à-dire, ici, il n'y a plus de solipsisme. La conscience, elle est déterminée par le milieu auquel nous appartenons. Je ne pense pas seul. C'est pourquoi il dit, ce n'est pas la conscience qui détermine les hommes, c'est le milieu auquel nous appartenons qui détermine la conscience des hommes. Donc, je pense par rapport à mon milieu, je pense par rapport à ma situation sociale, économique, donc qui détermine ma manière de penser. Et on va voir la critique de Friedrich Nietzsche. Nietzsche aussi insiste sur le corps en rappelant que nous sommes toujours inconscients des vrais motifs ou mobiles qui dirigent nos actions. Pour lui, la conscience morale est mensongère parce qu'elle est l'expression de sentiments immoraux. Ainsi, toute prise de conscience est dictée par la vie extérieure, par les besoins du corps. Il peut m'arriver de boire un jus d'orange. Quelqu'un vient me dire, le jus que tu viens de boire est sucré ou non? Il me faut réfléchir quelques secondes pour savoir si ce jus est sucré ou non. Parce qu'au moment où je prenais le jus, je n'étais pas assez consciente. Donc là, il me faut réfléchir pour savoir si le jus était sucré. Donc ici, on voit par là que Nietzsche a raison de dire que la conscience est superflue. Donc la conscience ne nous donne pas la vraie réalité. Et on va voir maintenant la critique la plus plausible. La critique de Sigmund Freud. Pourquoi je parle de Sigmund Freud? Parce que Sigmund Freud a révolutionné le monde. C'est la 3e grande révolution mondiale. Pourquoi? Parce que Freud écrit « Moi n'est pas maître dans sa propre demeure ». La preuve, les lapsus, les rêves, les rêveries, les actes manqués, c'est-à-dire les maladresses, les oublis. Voilà autant de moments pendant lesquels la conscience est moins vigilante. Et il déclare que l'appareil psychique de l'être humain est constitué plus d'inconscient que conscience. Les 1/10 de l'appareil psychique sont conscients. Donc, c'est la conscience qui occupe les 1/10. Les 9/10 sont constitués d'inconscients. Donc, ce qui veut dire que Descartes, lui, il définissait, et les autres définissaient l'homme par la conscience. On voit par là que l'homme n'est plus que conscience, mais l'homme est conscience et inconscient. L'homme est conscience et inconscient. C'est par là que nous allons voir l'idée d'inconscient. L'idée d'inconscient. Maintenant, on va parler de l'inconscient. Dans la philosophie, l'homme a toujours été considéré comme un être ayant une parfaite connaissance de lui-même grâce à la conscience. Donc, on définissait l'homme, depuis Socrate jusqu'à Descartes, comme l'homme n'est que conscience. Avec la découverte de l'inconscient freudien, on s'oriente vers une nouvelle conception de l'homme. Ce dernier est déterminé par des forces obscures auxquelles il ne pouvait pas avoir accès. Il faut noter qu'il y a 3 niveaux d'inconscient. 3 niveaux. Retenons ces 3 niveaux d'inconscient. 3 niveaux d'inconscient. Pourquoi 3 niveaux d'inconscient? Parce que la façon qu'on concevait l'inconscient diffère d'un auteur à un autre. Pour Marx, l'inconscient est situé dans les structures sociales qui ont tendance à influencer l'individu sans pour autant en prendre compte. Parce que si moi, ma manière de penser est influencée par le milieu, par ma situation sociale, économique, donc ce qui veut dire qu'il y a l'inconscient qui dirige mes actes sans que je me rende compte de ce que je suis en train de faire. C'est pourquoi il parle de déterminisme social, économique et psychologique. Quant à Nietzsche et Spinoza, l'inconscient dérive du corps. On voit ici une différence de conception. Et le dernier niveau de l'inconscient se situe dans le psychisme. Parce que pour Freud, les lapsus, les actes manqués, les rêves, les rêveries, les psychoses et les névroses sont à chercher dans l'inconscient psychique. Maintenant, pour Freud, l'inconscient occupe les 9/10 de l'appareil psychique. On l'a montré tout à l'heure, que l'inconscient occupe les 9/10.
Ça, c'est ce qui est conscient. Tout le reste est inconscient. Tout le reste est inconscient. Donc l'homme n'est plus. L'homme ne se définit plus uniquement par la conscience, mais l'homme se définit maintenant par la conscience et par l'inconscient, parce que si l'appareil psychique est là, l'appareil psychique de l'homme, les 9 dixièmes, les 1 dixième sont là, et les 9 dixièmes sont là, sont inconscients. Pourquoi Freud dit que l'appareil psychique est constitué par les 9 dixièmes? Pourquoi l'inconscient occupe les 9 dixièmes de l'appareil psychique? Parce que l'homme croit agir et décider en toute conscience, mais il est conduit par des mobiles qu'il ignore. Pourquoi il est conduit par des mobiles qu'il ignore? Parce qu'il nous arrive de faire quelque chose et d'oublier qu'on l'a fait. Donc il y a d'autres mobiles qui dirigent nos actes sans que nous nous rendions compte de ce que nous sommes en train de faire. C'est l'inconscient. Donc ces mobiles-là, qui dirigent nos actes sans que nous nous rendions compte, n'est rien d'autre que l'inconscient. Pour lui, les données de la conscience sont lacunaires, ne suffisent pas pour comprendre l'homme. Pourquoi ne suffisent pas pour comprendre l'homme? Parce qu'il m'arrive de faire quelque chose et de ne pas savoir que je l'ai fait. Donc, ce qui veut dire que les données de la conscience sont lacunaires. On ne peut plus définir l'homme uniquement par la conscience, mais maintenant par la conscience et l'inconscient. Qu'est-ce que l'inconscient donc? Puisque l'homme se définit maintenant par la conscience et l'inconscient, il est important de comprendre ce qu'est l'inconscient. Qu'est-ce que l'inconscient? L'inconscient est un fait, c'est-à-dire c'est une réalité. On avait défini tout à l'heure la conscience comme un état. Ici, on dit que l'inconscient est un fait. Un état est une situation à laquelle on est et de laquelle on peut sortir. Donc, un fait, c'est une réalité, c'est quelque chose qui est permanent en nous. L'inconscient est permanent en nous. C'est une réalité psychique qui possède un mode de fonctionnement et une caractéristique propre. C'est un ensemble de processus psychiques, de représentations refoulées en dehors de la conscience. Il est le réservoir des souvenirs refoulés. L'inconscient est-il accessible? Freud a formulé l'hypothèse de l'inconscient à partir de quelques faits. L'inconscient se reconnaît ou s'identifie à partir des comportements tels que les rêves, les rêveries, les actes manqués, les lapsus. Qu'est-ce qui serait derrière ces erreurs, ces lacunes? C'est important de comprendre ce qui serait derrière mes erreurs et mes lacunes. Parce qu'il m'arrive avec les actes, il m'arrive de vouloir écrire le mot philosophie. Quand je fais un devoir, le mot philosophie, et j'écris un autre mot à la place de philosophie. Ce qui veut dire qu'au moment où je voulais écrire philosophie, ma conscience était absente. Donc, ce qui veut dire que les données de la conscience ne sont toujours pas bonnes. À la place de philosophie, je peux écrire physiologie. On me dit, vous avez écrit physiologie? Je dis non. Moi, j'ai écrit philosophie parce que ma conscience pensait écrire philosophie, alors qu'en réalité, je n'ai pas écrit philosophie, j'ai écrit physiologie. On voit par là que les données de la conscience sont lacunaires et nous conduisent à des erreurs. Ça, c'est l'inconscient. Un lapsus est une manifestation d'un désir refoulé. Par exemple, si quelqu'un à la maison, un homme marié, rentre à la maison et appelle sa femme par un autre nom d'une jeune fille, inconsciemment. Et sa femme lui dit, mais pourquoi vous m'appelez avec ce nom? Il dit, non, je vous ai appelé avec votre nom. Inconsciemment, sa tête était en train de penser à une autre fille, mais il appelle sa femme avec un autre nom. Donc, ce qui veut dire que ces erreurs-là ont été refoulées. Mais je dis un mot sans pour autant m'en rendre compte, c'est l'inconscient. On peut expliquer l'inconscient à partir d'un ensemble de représentations culturelles comme les mythes, les religions, l'art. Parce que aussi, notre manière de penser dépend d'une culture à une autre. Notre manière de penser dépend aussi de notre origine. Par exemple, il y a des gens qui n'ont pas les mêmes mythes,
qui n'ont pas les mêmes idéologies, qui n'ont pas les mêmes sens. Par exemple, nous, les Africains, la façon que nous pensons des chorégraphies diffère de la façon que les Occidentaux vont penser de notre tableau d'art. Donc, ce qui veut dire que l'art aussi, les représentations artistiques aussi peuvent nous aider à comprendre l'état psychologique de quelqu'un. Certains phénomènes très spectaculaires, comme les paralysies, les névroses, les psychoses, qui n'ont pas de cause organique. C'est important de souligner parce qu'on va y revenir tout à l'heure, qu'ils n'ont pas de cause organique. Mais les causes, pourquoi ils n'ont pas de cause organique ou fonctionnelle? Il faut les chercher, il faut chercher les causes à l'intérieur du psychisme. Pourquoi il faut chercher les causes à l'intérieur du psychisme? Parce que tous les désirs et les pulsions refoulées sont dans le psychisme. Qu'est-ce que le psychisme?